Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Tu sais pas faire un enfant, mais tu sais faire du snowboard, c'est bon, ça. C'est horrible. En vrai. Mais oui, mais c'était vraiment ça. Je me disais c'est peut-être pas fait pour toi. Enfin, tu te sens un peu nul parce que c'est la base de la nature humaine et t'y arrives pas. Donc tu passes par toutes les phases. Donc le snowboard, ça me réconfortait un petit peu. Et oui, ça me donnait le sourire au moins sur les week-ends. En 2018, je regarde les Jeux Olympiques de Pyeongchang et je me souviens avoir été très en colère. À l'époque, l'un des commentateurs parle d'une sportive en la ramenant sans cesse à son rôle de mère. Il parle jamais de ses résultats sportifs, mais toujours de la maternité, que c'est très difficile de revenir, qu'elle risque d'avoir la tête ailleurs et pas totalement orientée Jeux Olympiques, etc. Bref, j'étais tellement en colère que je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, quoi. Et surtout qu'à l'époque, moi, je m'éveille tout juste au sujet féministe. Je comprends pas qu'on réduise une femme à sa maternité. Depuis, j'ai grandi, je me suis informée et je sais à quel point ce rôle de parent, il prend une place importante dans la vie. Et j'ai dit dans la vie, parce que ça prend de la place aussi bien dans la vie des hommes que dans la vie des femmes. Et pour nous montrer aussi qu'on peut concilier la vie d'athlète de haut niveau et de mère, il y a des sportives qui s'engagent, qui prennent la parole, qui servent d'exemple à de nombreuses générations de femmes. Grâce à elles, je suis plus en paix avec ce sujet aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir en discuter avec Chloé Trespeuch aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Chloé. Bonjour Solène. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. Je m'appelle Chloé Trespeuch. J'ai grandi entre la montagne et la mer, entre Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont, ce qui m'a permis d'adorer être en extérieur. Je suis maman depuis le 30 décembre 2024 et je suis quelqu'un d'assez épanoui et passionné. Merci. Est-ce que maintenant tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Alors, le snowboard cross, c'est une course 4x4 avec des virages relevés, des sauts. On est en confrontation directe et c'est le premier qui arrive en bas qui a gagné. Il y a de l'action, de l'adrénaline, de la vitesse et un côté un peu stratégique pour construire ses dépassements. Il y a beaucoup de spectacles et c'est ce qu'on aime en fait en regardant ça parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer au cours de la course, quoi. Exactement, beaucoup de rebondissements. Si on part premier ou dernier, rien n'est joué. C'est un effort court pourtant d'1 minute 15, 30, mais tout peut se passer et oui, c'est ce qu'on aime. Toi, tu grandis dans une famille où le sport, c'est une évidence ? Oui, mes parents sont pas du tout dans le sport professionnel, mais ils sont dans le défi, ils sont dans l'activité d'extérieur. Ils nous ont toujours un peu permis d'avoir des terrains de jeu, de se dépenser. Et après, on est une fratrie de 4. Mon grand frère, par contre, faisait déjà de l'équipe de France en snowboard cross. Donc, ça a été un peu mon modèle et ça a été un peu celui qui m'a stimulé, challengé dans tous les défis sportifs qui existent autour d'une maison ou au milieu des pistes. Et je pense que ça a participé à construire ma personnalité de compétitive. J'allais te demander justement comment tu te mets au snow parce que quand on grandit à la montagne, il y a le ski, le snow. Toi, c'est la planche, le snowboard, quoi. Oui, j'ai commencé le ski à 2 ans parce que c'est le premier sport qu'on peut faire de glisse. Et après, rapidement, vers 6-7 ans, j'ai commencé le snowboard parce que c'était un sport qu'on faisait en famille. C'était un moment de partage. Mon père en faisait déjà et mon frère en compétition. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir eu vraiment le choix et c'est pas grave, mais en tout cas j'étais très contente de le pratiquer avec mon grand frère et donc voilà, c'est aussi ce sport qui m'a choisi naturellement. J'imagine que tu te souviens pas de tes premières glisses, mais les premiers souvenirs que t'as de snow ou de compétition, est-ce que tu peux me les raconter ? Qu'est-ce que t'as ressenti ? Mes premiers souvenirs, c'est vraiment les compétitions, mais toute petite en microbe. Je sais même pas quel âge ça fait, mais c'est le plaisir de partir avec le minibus, le coach, les autres petits enfants qui allaient faire la compétition et c'était cette grande journée de jeu, de défi, donner le meilleur de soi pour essayer de gagner, mais
Ouais, toujours cette envie de faire de la compétition pour jouer, quoi. Et du coup, très vite, l'envie de gagner ou pas? Oui, très vite l'envie de gagner, mais pareil, parce que c'est vraiment ma manière de jouer, de prendre du plaisir, d'essayer de donner le meilleur de moi-même sur la journée. Hier, j'ai eu la chance de voir le film que tu as réalisé sur ton parcours maternité et retour dans le haut niveau. Et tu dis que très jeune, tu commences à rêver des Jeux Olympiques. Tu te souviens justement de qu'est-ce que tu vois peut-être à la télé ou quel athlète t'admire qui te disent je veux en être, je veux participer à cette grande compétition? Le début, les premières fois où j'ai regardé les jeux, c'est assez flou. Je me souviens juste que c'était un moment où j'aimais regarder tous les sports, où j'aimais voir les athlètes en bleu, blanc, rouge, et puis j'avais envie de tous les soutenir pour qu'ils remplissent le tableau des médailles. C'était vraiment le petit parcours qui était sympa à regarder. Après, un peu plus tard, en 2010, je me souviens d'avoir regardé tous les jeux, d'avoir rêvé. Après chaque médaille, en snowboard cross notamment, il y a Tony Ramoin et j'ai regardé sa course, il a été médaillé de bronze et je me suis dit mais ce qu'il doit vivre comme sensation, ça doit être fou et ça m'a vraiment inspiré et donné envie de participer et je participais ensuite à mes premiers jeux en Bah ouais, 2014. 4 ans plus tard, quoi. Oui. Et surtout, c'est fou parce que 2010, aux yeux du grand public, il y a un peu ce truc de quand c'est pas sur notre fuseau horaire, on suit moins, il y a moins d'engouement. Toi, que ce soit au Canada ou pas, il y avait pas de souci, quoi. T'as Ouais, suivi ça a pas été la limite. nuit. Oui. Et du coup, 4 ans plus tard, c'est ton tour. Tu te souviens ce que tu as ressenti justement sur tes premiers jeux quand tu reçois la dotation, que tu arrives là-bas? Beaucoup d'émotions, beaucoup de découvertes, d'excitation. Pas de pression de résultat parce que je suis jeune, parce que j'ai pas fait de podium international encore à ce moment-là de ma carrière. J'ai fait 4e sur la Coupe du Monde juste avant, donc je sais que c'est possible, mais c'est réalisable, mais c'est pas encore concret comme objectif parce que je sais pas à quel point c'est possible de le faire. Je me souviens du lieu, je me souviens de partir avec un collectif France, d'être mélangé avec d'autres athlètes qui ont aussi rêvé de ce moment extrêmement fort et qui viennent d'autres disciplines et que tu vois que lors de cet événement. Et puis cette envie de profiter à fond. Je me rendais vraiment compte de la chance que j'avais de faire partie de ce peu d'athlètes qui représentent la France aux Jeux Olympiques. Tu t'es sentie à ta place? À ce moment-là, oui. Ouais. Après la médaille, un peu moins. Ah ouais, pourquoi? Justement, j'étais pas attendue. Il y a eu des chutes dans ma finale, donc ça a été tout de suite tourné comme le coup de chance de Chloé Trespeuch. Et du coup, je me sentais presque pas légitime à avoir la médaille, alors que, avec du recul, mon parcours méritait cette médaille. Et puis, de toute façon, tous les médaillés méritent leur médaille. Donc, ouais, un peu jeune, un peu surprise par toute la tournée médiatique qu'il y a eu après, un peu seule au final pour affronter cette. Pourtant, cet c'est fou élan parce médiatique. que sur 2014, quand on pense au cross de manière générale, il y a eu le triplé en ski cross. Et du coup, on se dit que ces disciplines-là du cross, vous avez dû faire une tournée média en même temps, quoi. Donc, la solitude, tu vois, c'est un truc que j'envisageais même pas. Et non, parce que j'ai fini ma discipline et je suis partie directement à Paris. Et en fait, les athlètes étaient rapatriés à Paris, les athlètes médaillés, directement après leur sport, pour que ça étale un peu justement les médias, qu'ils en aient un petit peu tous les jours. Donc non, j'étais vraiment seule à Paris avec une agence de presse que je connaissais pas et qui me trimballait d'un endroit à un autre, d'un plateau télé à un autre. Et on n'est pas entraîné à ça, surtout quand on vient d'un sport peu médiatique. Donc ça chamboule et vraiment je me suis sentie un peu seule et c'était pas facile, mais bon, on apprend aussi. Hein. Ce truc de la légitimité, parce qu'il y en a qui chutent dans ta finale et du coup, tu as une médaille, mais c'est pas que lié à ça, c'est aussi lié à tout le travail que tu as mené. Tu vois, c'est une question que j'ai, moi, par rapport à ton sport, c'est que il y en a certains, quand on regarde des sports d'hiver, on peut pas dire que c'est déjà joué d'avance parce que, en fait, on sait jamais ce qui peut se passer sur une course. Mais avec le travail qui a été fourni, sauf grosse catastrophe, normalement, ça fait podium au final. Quoi. Vous, il n'y a jamais de certitude. Non. Comment tu te prépares mentalement à justement cette incertitude et ce combat perpétuel sur chaque course?
Ouais, c'est sûr que c'est un effort qui est tellement court et puis avec un facteur que toi tu peux contrôler ta ligne, ton niveau ce jour-là, ta forme, mais en effet, il y en a 3 autres autour qui peuvent te couper la route, qui peuvent ou toi mal te placer par rapport à elles ou enfin oui, il y a tellement de rebondissements possibles qu'il y a jamais tout reste incertain. On recommence toujours à zéro, et c'est ce que j'essaye de faire aussi mentalement. À chaque course, même si on a gagné celle d'avant, ça veut pas dire qu'on va gagner celle d'après. Et à l'inverse, si on perd, on a toutes nos chances de gagner celle d'après. Donc à la fois, c'est excitant d'être toujours dans ce renouveau et d'avoir toujours ta chance. Mais à la fois, en effet, c'est les jeux, c'est tous les 4 ans et ça passe tellement vite. On peut passer à côté en 1 seconde et on pourra pas se rattraper si on a fait 1 seconde de mauvais choix, contrairement à un effort plus long où ça étale un peu les possibilités. Donc oui, puis que vous avez qu'une seule course, quoi. Enfin, alors il y en a plusieurs sur la journée si tu te qualifies d'une course à une autre, mais c'est une journée, quoi. Alors que sur d'autres sports, le fond notamment, le ski nordique, il y a une course, puis il y en a une autre le lendemain. Donc, au pire, il y a toujours la séance de rattrapage, quoi. Ouais, ça rajoute énormément de pression parce qu'en effet, c'est aujourd'hui ou jamais. Mais c'est ce que j'aime bien aussi parce que ça décuple la pression, le challenge est encore plus grand et c'est ce qui m'anime aussi. Donc après, c'est sûr, quand ça joue pas en ta faveur, c'est compliqué, mais c'est comme ça qu'on apprend et je pense que ça m'a nourri en tant qu'athlète, mais en tant que femme aussi. Comment vient cette envie de faire famille ? On commence à en parler avec mon conjoint en 2022, après les Jeux, en fait. On se dit que j'ai pas du tout envie d'arrêter ma carrière à ce moment-là. Et mon conjoint est un peu plus vieux. Lui commence à vraiment avoir envie. Moi, je me dis que je pourrais peut-être attendre la fin de ma carrière, mais lui, ça lui paraît assez éloigné. Donc on en parle et on se dit c'est peut-être le moment, on fait une pause, je fais une pause dans ma carrière et à condition que lui accepte que je continue ma carrière et du coup qu'il ait beaucoup de moments où il gère entièrement le bébé. Donc lui complètement motivé pour ça et donc on se lance à essayer d'avoir un bébé et donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu mais ouais, c'est vraiment 2022 qui fait que on décide avant les Jeux de 2026 de faire cette pause bébé. Quand on regarde ton parcours et qu'on voit un peu les femmes athlètes, les mères athlètes maintenant qui décident d'avoir un enfant, on le voit, en plus, t'en as eu certaines qui sont venues témoigner après ton film, mais je finis le cycle olympique et j'entame directement le cycle de maternité pour me laisser le plus de temps possible pour revenir pour la prochaine Olympiade. Toi, le temps passe et finalement ça fonctionne pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Comment tu vis ça aussi, cette attente chaque mois où ça fonctionne pas, quoi ? Oui, c'est sûr que le timing est imposé quand on est athlète et on réfléchit tous en cycle de 4 ans. Et donc oui, après 2022, plus tôt ça arrivait, mieux c'était pour me laisser le temps de revenir pour les Jeux de 2026, sachant qu'on se lance dans une aventure où on ne connaît pas du tout les timings pour tomber enceinte, mais surtout pour après revenir. Donc plus tôt c'est fait, mieux c'est, plus je m'adapte à cette nouvelle situation pour me donner une chance de médaille en 2026. Et en effet, ça ne fonctionne pas. On se laisse un peu de temps au début et puis après on consulte et vu que j'ai pas du tout de cycle, y avait aucune chance que je tombe enceinte naturellement. Ah oui, d'accord, en fait. Voilà, mais moi je m'étais dit, ça fait très longtemps que j'avais pas de cycle, mais je m'étais dit naïvement, quand j'en aurais envie, quand je me sentirais prête, mes règles vont revenir. Ben non. En fait, j'ai surestimé la force du mental. Il n'y avait pas que ça. Et ça arrive assez souvent, les troubles du cycle menstruel chez les sportifs, parce que l'intensité du sport fait que on sollicite beaucoup l'énergie de notre corps. Et donc, lui, stratégiquement, il endort le système de reproduction. Il est plutôt bien fait pour ça. Hein. Complètement, pour donner plus d'énergie aux muscles et à tout le reste. Et donc, du coup, quand vous décidez de consulter parce que ça fonctionne pas, il s'est déjà écoulé combien de temps ? 1 an.
Et après, je consulte et là, on me dit direct que voilà, Ça la pouvait pas marcher. solution, la seule solution, c'est de réveiller tout ça. Donc, avec des stimulations d'hormones, avec des piqûres. On m'explique, donc je m'étais jamais intéressée à ça. Et on m'explique le protocole. Et là, je me souviens, mais comme si c'était hier de ce rendez-vous, je tombe des nues parce que je me dis, mais je vais vraiment devoir faire ça. Enfin, je suis encore dans le déni de me dire, en plus, je suis hyper, j'ai confiance en la nature humaine. Je prends très peu de médicaments. J'essaye toujours de laisser mon corps se gérer tout seul et trouver les solutions. Et j'ai confiance en lui. Et jusque-là, ça a tout bien fonctionné. Et donc là, de me dire que je vais devoir me faire des piqûres dans le ventre tous les soirs pour être enceinte, c'est le choc. Et en parallèle, à un moment, je me pose la question, je me dis, est-ce que le programme de PMA est tellement intense, est-ce que c'est compatible avec ma carrière? Est-ce que je vais pas devoir arrêter quelques mois les entraînements pour tomber enceinte? Donc dans ma tête, je regarde les chiffres. Au bout de 3 mois, je crois, de PMA, il y a 95% des femmes pour qui ça fonctionne. Donc je fais mon petit calcul, je me dis bon, 3 mois encore, je pourrais peut-être l'imaginer. Ils sont optimistes ces chiffres, je trouve. Ouais. Mais en fait, heureusement que j'ai continué l'entraînement et les compètes parce que au final, ça a pas du tout duré 3 mois, ça a duré 13 mois de piqûres et d'autres techniques. Et donc, j'ai continué vraiment les deux en parallèle et j'ai jonglé entre la logistique du sport qui est très intense avec beaucoup de déplacements pour les stages, pour les compétitions et la logistique de la PMA où c'est un rendez-vous avec la gynéco 2 à 3 fois par semaine, des prises de sang 2 à 3 fois par semaine, des timings à respecter. Donc ouais, c'est ce que je me suis dit hier en voyant le film, c'est que du coup c'est vrai que t'en parles brièvement, mais c'est pas le cœur du sujet. C'est beaucoup le retour, l'après. Du coup, pour connaître un peu ce parcours-là, pas personnellement, mais pour avoir des proches qui l'ont vécu, je me dis mais comment elle a fait quoi? Parce que quand je vois les rendez-vous et à partir du moment où ça y est, c'est le moment, faut que ta vie elle s'arrête parce que c'est le moment quoi, il faut y aller. Je me dis mais comment elle a fait en parallèle d'une saison en 2023-2024 où tu joues pas le bas de tableau quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un grand challenge sportif. J'ai le dossard jaune dès de leader de la Coupe du Monde dès la course numéro 1. Donc j'ai envie de le garder, j'ai envie d'aller chercher mon premier globe de cristal sur cette saison. Donc ça me prend énormément d'énergie et c'est très intense émotionnellement. Et à côté, j'ai ce projet qui est très très intense aussi et où on arrive à la fin du timing possible parce qu'on se rapproche des Jeux de 2026 et donc c'est maintenant ou jamais, maintenant ou plus tard, à beaucoup plus tard. Et quand on a l'envie d'avoir un enfant, c'est hyper dur de se dire je reprendrai ce projet dans 2 ans. Enfin non, c'est maintenant. On était prêts, on le voulait maintenant. Donc oui, ça a été un grand challenge de gérer le planning et c'est pour ça qu'hier soir lors de l'avant-première, j'étais très émue quand j'ai remercié mon docteur qui m'a suivie pendant la PMA parce que elle m'a vraiment soutenue et pas jugée dans le fait que j'essayais de tout faire en même temps et que tout était important pour moi et donc elle m'a pas fait sentir l'obligation de choisir par moment non, tu vas pas à ce stage parce que là vous voyez bien que si vous voulez concevoir, c'est maintenant. On a toujours trouvé des solutions. Parfois je faisais des prises de sang dans les stations en Suisse, en Autriche. Enfin, trouver des laboratoires, c'était vraiment des grandes galères, mais voilà, j'ai tenu tout l'hiver et puis ça a fonctionné en fin d'hiver. Et puis t'as tenu dans le silence aussi parce que du coup moi je t'ai posé la question hier, t'en parles qu'à ta collègue et amie de chambre, Manon. Le staff, ils savent pas tout ce que t'es en train de vivre en parallèle quoi. Non, le staff connaît mon projet d'avoir un bébé avant ces Jeux, mais c'est tout. Ils sont pas spécialement intéressés de comment ça se passe, mais normal, on pose pas des questions de t'en es où dans ton projet de concevoir un bébé. Moi, j'ai pas vraiment la volonté d'aller plus loin non plus parce que c'est pas que j'en ai honte, mais je suis quand même un peu blessée de vivre ça.
blessée que mon corps ne suive pas mes envies. Je cherche à comprendre pourquoi. J'en ai très très envie et j'ai l'impression que ma tête et mon corps ne reçoivent pas mes envies. Et c'est assez frustrant. Et en effet, de pouvoir quand même m'appuyer sur une athlète qui est une copine, qui est dans ma chambre et qui est là et qui en fait des blagues tout le temps en fait et qui le rend un peu plus léger, c'est cool. Et puis le fait que mon conjoint soit à fond avec moi, ça m'a vraiment aidé. C'est des petits trucs, mais des fois la préparation des piqûres, c'est pesant à force. Et puis il y a plein de jours, il me disait tu veux que je te la prépare ta piqûre, mais c'est un tout petit truc, mais vraiment ça me faisait trop du bien de voir que il était prêt à m'aider. Oui, parce que finalement c'est ton corps, mais c'est un projet de couple, donc voilà, c'est ça. Mais il m'a jamais fait ressentir aussi que c'était moi le problème, alors que là, on savait très bien que sur les deux, c'était moi le problème, entre guillemets. C'est chouette de voir que il m'a soutenu à fond, quoi. Et comment tu vis aussi, parce que tu dis que le parcours PMA a duré 13 mois, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'attentes pour peu de résultats. Souvent, toi, ton corps, t'as l'habitude de le travailler pour qu'il performe et qu'il y ait du résultat. T'as l'habitude, au final, que ça finisse par payer, quoi. Oui. Comment tu vis, justement, chaque mois quand le résultat, il est toujours pas là? Ouais, ça, c'était vraiment la partie hyper difficile parce qu'en effet, on a un objectif, on travaille pour et puis ça marche en général. Enfin, le travail paye. Et là, c'était pas ça tous les mois. Les stimulations ne fonctionnaient pas. J'étais même pas dans les cadres. Il y a rien qui fonctionnait. Je répondais pas du tout au traitement, aux piqûres. Après, on a fait une FIV, pareil. C'était hyper prenant d'un point de vue énergie et d'un point de vue mentalement. C'est la FIV, c'est vraiment pas cool. Pareil, super mauvaise réponse. Ça a pas fonctionné. Enfin, il y avait même pas de progression en fait de mois en mois. On n'arrivait pas du tout à savoir ce qui allait fonctionner. Et les 2 derniers mois, j'ai essayé un boîtier qui était sur le bras, une pompe GnRH, ça s'appelle, et ça réveille l'hypophyse. C'était le truc qui était endormi chez moi. Et l'hypophyse, c'est elle qui envoie les hormones après pour créer les ovules et le cycle, quoi. Voilà. Et donc ça, le premier mois, c'était déjà un peu plus encourageant et au bout de 3 mois de ça a fonctionné. Donc une fois qu'on est passé sur cette technique, il y avait un peu plus d'espoir, mais avant, il y avait carrément pas d'espoir. Ouais. C'est qu'on n'arrivait même pas à avoir un bel ovule, quoi. Ouais. La base, enfin, du coup, c'était vraiment frustrant et on pataugeait dans la semoule, quoi. En fait, ce que je trouve fou, c'est que on connaît les images de ta saison où tu fais un maximum de podiums et tu finis avec le gros globe. Et en fait, c'est toujours ce truc derrière, ce qui se passe derrière, en fait. Enfin, parce que qu'est-ce que tu ressens quand tu les enchaînes, ces podiums, que tu sens aussi que ce gros globe, il est possible, mais qu'au fond de toi, ce désir de grossesse, en fait, il est omniprésent. Donc, est-ce que tu arrives quand même à savourer de ces victoires-là? Oui, je pense que ça me réconforte de me dire t'es au moins bonne à ça. Il y a au moins quelque chose qui réussit. Ouais, voilà, c'était vraiment ok, tu sais pas faire un enfant mais tu sais faire du snowboard, c'est bon, ça c'est horrible. Ouais, mais oui, mais c'était vraiment ça, je me disais c'est peut-être pas fait pour toi, enfin et ouais, tu te sens un peu nul parce que c'est la base de la nature humaine et t'y arrives pas, donc tu passes par toutes les phases. Donc le snowboard, ça me réconfortait un petit peu. Et oui, ça me donnait le sourire au moins sur les week-ends. Et puis après, ça sert à rien d'être triste tout le long. Mais en effet, émotionnellement, il y avait des grandes joies en snowboard et quand même des grandes tristesses et difficultés sur le plan perso, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez la question de mettre en pause ce processus-là? Parce que, en fait, il y a quand même une date limite avec ces Jeux Olympiques. Et donc, il va falloir arriver à revenir si ça finit par fonctionner. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, là, en fait, on n'a plus le choix en termes de timing, ça marche plus. C'est le dernier essai et sinon, dans 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je suis tombée enceinte en avril et on s'était dit qu'on se donnait, après le cycle d'avril, on se donnait encore une dernière chance, le cycle de mai. Donc, l'avant-dernier cycle a fonctionné et en mai, ça devenait trop court pour espérer jouer quelque chose au jeu. Donc oui, c'était aussi stressant de voir que tous les mois, on se rapprochait de la date limite où j'allais devoir vraiment choisir entre le sport et le bébé. Enfin, en tout cas, repousser un des projets. Et ça, je pense que mentalement, ça aurait été très dur. Et finalement, ça arrive à la fin de la saison. Donc, tu peux aussi peut-être apprécier, profiter de cette grossesse sans mettre en pause parce que
Si t'étais tombée enceinte en début de saison, potentiellement t'aurais pas pu aller au bout. Enfin, même t'aurais pas pu aller au bout, je pense qu'on peut se le dire. Comment tu ressens ça sportivement et humainement, quoi? En fait, ça me fait relativiser un peu sur tout le truc. Je me dis, finalement, la nature est bien faite parce que peut-être que d'arriver trop tôt et de me priver, entre guillemets, de ce globe de cristal, j'aurais vécu une petite frustration sportive aussi. Donc je me dis, ça m'a permis de vivre les deux à fond, d'avoir mon premier globe de cristal, d'avoir une saison sportive folle, même si le perso c'était difficile, et puis que ensuite je me relâche et que je tombe enceinte à ce moment-là et que je puisse vraiment vivre une grossesse super heureuse parce que très contente de mon année sportive et puis place au repos et au projet de fonder une famille. Finalement, l'année 2024, elle t'a tout donné. Elle était parfaite. Et vraiment, et je pense que mon terme était en 2025, début 2025. Et je pense que j'étais tellement attachée au fait que 2024, et le 4, c'est mon chiffre préféré depuis toujours. Donc je pense que je me suis mis dans la tête qu'il fallait pas que j'aille jusqu'en 2025. Et donc j'ai accouché 5 jours plus tôt pour rester en 2024. Quand même. Pour que tout soit parfait en 2024. Et est-ce que t'as quand même eu peur au début de cette grossesse parce que du coup, tellement attendu de bouger, de faire des choses et de perdre ce petit bébé qui était enfin niché au fond de toi, tu vois? Ouais. Oui, c'était tellement dur de tomber enceinte que je me suis dit, oh, là, si ça va pas au bout, déjà, je suis plus dans les timings, donc c'est mort. Et en plus, ça devient quelque chose de si précieux que les peurs viennent avec, les miennes et puis ceux de mon entourage qui ont vécu mon parcours PMA de proches. Oui, parce que toi, tu souffres, mais en fait, la souffrance, elle est autour de tous tes proches. Complètement, et eux peuvent encore moins faire quelque chose que moi pour améliorer la situation. Et j'ai senti que c'était dur pour tout le monde, pour mes parents, pour mes frères et sœurs. Et là, le fait que ce soit arrivé, tout le monde m'a dit non mais là ne bouge plus, repose-toi, fais attention, restes au lit pendant 9 mois. Les premiers mois il y a plus de risques, après le ventre sort donc faut faire attention. Et donc c'était peut-être aussi pour ça où j'ai senti énormément de peur autour de moi et de se libérer de ça pour continuer de bouger, parce que c'était aussi important pour mon équilibre mental, pour me sentir bien de continuer de bouger. Ça a été un petit challenge les premières semaines pour faire le point entre les peurs des autres, les miennes et puis la réalité, en fait, ce qu'on pouvait faire en vrai. Et au final, tu bouges toute ta grossesse, on le voit dans le film, t'es encore sur les pistes 1 mois avant d'accoucher. Enfin, moi, ça me paraît hallucinant, tu vois. Oui, au final, tout s'est bien passé, aucun symptôme contraignant. Je me suis informée dès que j'ai pris le temps de m'informer. J'ai été en contact un peu avec la gynéco de l'INSEP qui avait déjà suivi des athlètes qui étaient enceintes, la prépa physique de l'INSEP qui réathlétise pareil les femmes qui ont vécu la maternité, et l'échange avec les sportifs qui l'avaient vécu. Tout ça m'a apporté confiance en moi, en mon corps. Elles m'ont toutes dit, mais si tu le sens, tu le fais, si tu le sens pas, c'est que faut pas le faire. Et en fait, c'est une règle toute simple, mais que j'ai ressenti très vrai. Et au lieu de se préoccuper de ce que les autres pensent ou de ce qu'il faudrait faire, les sensations parlent d'elles-mêmes. Et donc Marlo arrive le 30 décembre 2024 et toujours dans cette optique de gérer de front la maternité et la carrière. 3 mois après, t'es de retour en compétition, quoi. Oui, c'était pas prévu, je voulais pas me mettre de pression, de me dire il faut que tu sois là avant la fin de saison, mais tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée, j'ai pu m'entraîner en effet jusqu'à la fin. J'ai repris très vite, pas par contrainte, pas parce que j'avais envie, parce que ça faisait partie de ce qui me rendait heureuse aussi, et je me suis toujours dit que si j'étais heureuse, je transmettrais des bonnes énergies à mon bébé, et donc à ce moment-là, j'avais envie de reprendre, d'être bien dans mon corps, de l'emmener aussi en salle de muscu, de partager ces moments avec lui et d'être présente pour lui, mais de pas m'oublier non plus pour qu'on soit bien tous les deux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tout s'est bien passé à 3 mois. Je me sentais en forme et le coach m'a permis de revenir en validant tous les tests physiques avant. Et j'ai pu recourir très rapidement. Et qu'est-ce que tu ressens quand t'es dans ce start de départ pour la première fois depuis la grossesse, quoi? Je me sens très heureuse, je me sens très chanceuse, je me sens très complète émotionnellement parce que je suis hyper épanouie en tant que maman, et puis je peux reprendre ma vie d'athlète que j'aime tant. Et à la fois, je me sens perdue
dans ma vie d'athlète parce que j'ai très peu pratiqué pendant 10 mois. J'ai fait quelques pistes en snowboard, voilà, mais pas très loin du snowboard cross, très loin de la compétition. Donc tout est un peu, je sais plus comment je range mon sac à dos, je sais plus comment je mets mon casque, ma tenue de course. Donc il y a beaucoup de choses et puis à la fois il y a les timings. J'allaite encore Marlo, donc il y a les timings à respecter. Je me préoccupe que Yo ça se passe bien avec Marlo, qu'il soit là au bon moment pour que il puisse manger aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc je pense que mon niveau d'athlète à ce moment-là est un peu brouillon parce que je suis pas à 100% physiquement non plus. Il me manque encore je dirais 25% de ma force physique et voilà, beaucoup de choses ont changé. Et puis mentalement, je suis un peu éparpillée parce que j'ai beaucoup de choses à penser et que c'est un peu nouveau, donc mon cerveau essaye de suivre. Mais je suis portée par une envie et une adrénaline qui est folle. Je ride pas si mal ce jour-là, mais je pense compensée par vraiment l'envie et l'adrénaline. Je fais pas de podium, je finis 9e, je crois, mais vraiment avec des beaux runs, donc c'est encourageant, quoi. Et ça me rassure parce que au moment où je prends le départ, je me dis non mais là ça se trouve tu sais plus faire. Enfin vraiment, j'ai pas du tout confiance en le snowboard que Comment je vais produire. Mets mes pieds. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça j'y arrive encore? Enfin vraiment énormément de questions sur le côté sportif. Au moins ça te rassure sur certains points. Après tu sais aussi forcément qu'il y avait des pistes de progression. Enfin Oui. ça aurait été exceptionnel Oui. d'aller chercher une victoire, mais presque même irréalisable, Oui. tu vois. Enfin, si on Si réfléchit on est un réaliste. peu. Et du coup, s'enchaîne là une période aussi de, il faut aller le plus vite possible pour revenir et se qualifier pour les Jeux. Oui, là, ça m'encourage cette reprise. Je me dis bon, non, tu sais encore faire du snowboard. Il y a déjà plein de choses qui sont bien. Mais après, pour aller chercher la victoire, il y a aussi beaucoup de choses à travailler. Donc, c'était vraiment important de reprendre sur cette saison pour repartir en prépa avec beaucoup d'infos sur la voie à emprunter. Au final, je suis revenue très vite à 80% de mon niveau physique, mais les 20 derniers pourcents, ils ont été un peu longs. Enfin, un peu longs. Je dirais qu'à 8 mois après la naissance, j'étais vraiment complète. Mais entre 3 mois et 8 mois, beaucoup de questions aussi de me dire, ok, c'est bien déjà, mais là, il faut aller chercher les détails et c'est les détails qui comptent, quoi, dans le sport de haut niveau. Et donc, ouais, une nouvelle fois, beaucoup de questions et de savoir si j'allais être capable de rejouer la qualif olympique parce que l'équipe est très forte en snowboard cross. C'est ce que j'allais dire. En attendant, les filles, elles t'ont pas attendu. Voilà. Donc, elles ont progressé et elles ont pris leur place, quoi. C'est ça. Tout continue d'avancer et à la fois, ça me motive, mais à la fois, je me pose des questions si j'ai encore ma place dans cette équipe forte. Début de saison très moyen, je fais une première Coupe du Monde, enfin même catastrophique. Là, je me dis waouh, ça se trouve mon rêve était trop élevé et être maman seulement, c'est peut-être ce qui va m'arriver et ça aurait pas été dramatique évidemment, mais j'avais à cœur de faire ce double projet jusqu'au jeu et puis après petit à petit ça s'est mis en route. J'ai fait un premier podium par équipe, donc en relais avec un garçon de l'équipe et là, ça m'a permis d'y croire à nouveau. Déclic de me dire, si, en fait, tu sais faire. Il y a plein de choses que tu retrouves, les sensations reviennent et tu vas pouvoir rejouer comme avant, devant. Et là, j'ai repris confiance en l'athlète que j'étais. Est-ce qu'il y a aussi un truc de, tu vois, il y a toi avec tes sensations et tes résultats, mais il y a aussi un côté média et grand public où, en fait, aujourd'hui, en tout cas avant les Jeux, dans cette équipe de snowboard cross, c'est toi qui es la plus connue, la plus ancienne aussi, parce que et c'est toi qui as le plus de résultats. Donc, c'est toi que les gens connaissent. Et donc, quand ils regardent une course de snowboard cross, presque dans leur tête, c'est de toute façon, je suis sûre que Chloé, elle va faire un résultat. Sauf qu'il n'y a pas tout le background de tout ce que tu as vécu avant, de la grossesse et tout. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens aussi, cette pression un peu extérieure de quand Chloé Trespeuch s'aligne, elle doit faire un résultat. Oui, il y a un peu ça. Puis il y a un peu moi aussi. Je suis partie sur un globe de cristal. Je suis partie en tant que numéro 1 mondial. Même si c'était ok dans ma reconstruction, je savais que ça allait prendre un peu de temps. Mine de rien, quand je suis au départ, j'ai vécu des victoires et j'ai pas envie de prendre le départ pour être 15e. Et
j'aurais du mal à me dire c'est fini, ça se finit comme ça en tant que 20e mondial, alors que je suis partie en tant que numéro 1. Donc oui, j'en attendais quand même forcément beaucoup de moi, et je sens aussi, j'ai inconsciemment pas envie de décevoir ceux qui m'ont vu gagner et qui croient en mon retour. Donc ouais, un petit mélange de moi et des autres, oui. Tout ça, tu le racontes du coup dans le film que j'ai eu la chance de voir hier et qui sera dispo sur Prime. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un film de tout ça, de ce parcours de maternité et de rêve olympique Ça, c'est vraiment parti de ces premiers mois de grossesse, justement, où j'étais un peu perdue de savoir ce que je pouvais faire. Sur Internet, ils disent qu'il faut pas qu'on monte en cardio. Il y a beaucoup de recherches qui disent qu'il faut pas qu'on aille en altitude. Beaucoup de choses limitantes. C'est pratique pour quelqu'un qui fait un sport de neige. Beaucoup d'impossibilités sur la femme enceinte. Peu de recherches scientifiques sur le sport et la maternité. Enfin, le sport un peu plus poussé que les 30 minutes de marche qui sont recommandées et qui sont pas suffisantes pour une athlète de haut niveau. Donc vraiment, j'ai eu le besoin je cherchais sur Internet des livres, des films de sportifs qui racontaient un peu ce double projet. Il y en avait peu, donc je me suis dit bon, bah pour les prochaines, moi j'en ai pas beaucoup, mais pour les prochaines, il y aura au moins un truc de plus où elles pourront s'identifier. Et c'est marrant parce qu'une fois que j'ai mis un petit peu en avant ce double projet, il y a pas mal de sportifs qui m'ont appelé pour dire et toi t'as fait comment à ce mois de grossesse. Et donc je sentais que c'était un besoin de beaucoup de femmes d'avoir quelques exemples sur comment on fait du sport enceinte. Donc c'est parti de ça, et après le projet a grandi avec la collaboration avec la boîte de production et Justin Galland, le réalisateur, pour finir jusque dans les salles de cinéma, alors que pour moi c'était peut-être juste une petite documentation, une petite histoire pour montrer que c'était possible. Tu montrerais ça aux sportifs de l'INSEP. Ouais, voilà, c'est ça. En stage filmé au téléphone. Et en fait, ça a pris une grande ampleur, et je suis très contente du résultat et qu'il ait j'espère une visibilité un peu large pour envoyer un message. En effet, aux femmes sportives, mais surtout donner de la force à toutes celles qui ont envie de concilier leurs rêves pro, leurs ambitions avec cette maternité, et que ce soit pas un coup de frein dans la volonté des femmes, qu'on soit pas obligé de choisir un moment vraiment qui est adapté pour pas ralentir notre carrière professionnelle ou notre carrière sportive. Voilà, c'était un message positif autour de la grossesse que je voulais envoyer. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que dans le sport d'hiver, notamment, enfin, on va dire qu'on en a vu des athlètes d'hiver faire un parcours de maternité pendant leur carrière dans des sports nordiques, mais parce que il y a moins de danger, je mets des guillemets à ça. Toi, dans ton sport où c'est de la confrontation, où il y a quand même un risque important pour le corps, de chute, etc., de blessures. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Comment t'as vécu ça, d'être la pionnière, en tout cas en France? Je sais pas, peut-être qu'à l'étranger il y en a qui l'avaient fait, mais en tout cas en France on l'avait jamais vu, quoi. Non, même à l'étranger, il y avait jamais aucune athlète qui était revenue sur des Jeux Olympiques après une pause maternité dans mon sport. Donc c'est aussi ça qui m'a motivée à faire ce projet, c'est que c'est tellement rare. Les femmes souvent choisissent d'écourter leur carrière pour laisser place à la pause maternité. C'était quelque chose que je voulais pas, et donc oui, c'était important pour moi d'en parler. En effet, dans les sports de vitesse du type ski alpin, ski cross, il y a eu Ophélie David, mais c'est très rare. Enfin, ça, c'est dans mon sport jamais, et en snowboard freestyle jamais non plus. L'avantage des sports de fond pour ça, ou le biathlon, c'est qu'on peut se faire du ski de fond jusqu'au 9e mois si tout se passe bien. On peut faire du tir jusqu'au 9e mois. Donc on perd un peu moins les sensations du terrain, comme dans nos sports où c'est hors de question de faire du snowboard cross. Donc ça challenge un peu pour le retour aussi. Voilà. Donc non, c'est sûr que c'est tout nouveau, et donc on voit aussi que c'est nouveau dans le staff, qui a très bien accueilli la nouvelle, qui l'a pris comme un challenge, mais c'était tellement nouveau qu'ils sont pas formés non plus pour accompagner une sportive qui a ce projet-là. T'as pu aussi en discuter du coup avec des filles de d'autres nations. Enfin, peut-être qu'il y en a qui t'ont dit que ça leur donnait l'idée que c'était possible, quoi, tu vois. Oui, complètement. J'en ai discuté avec quelques-unes qui viennent de sports un peu similaires, qui disent c'est super ce que tu fais, parce que ça rend possible un truc qui est
qui semblait impossible parce que tant que c'est pas fait, on se pose beaucoup plus de questions, quoi. Donc oui, et entre-temps, en snowboard cross, au JO, justement, on était 3 à être revenus. Donc j'étais la première, mais n'empêche qu'on a été 3 sur la même Olympiade. Donc c'est bien que ça change, ça bouge et que on sera bientôt de plus en plus nombreuses à pas choisir. On va parler un peu de ces jeux parce que c'était quand même... tout le process était orienté sur ces Jeux de Milan-Cortina pour pouvoir revenir et être performante à Milan. Le résultat n'a pas été là, en tout cas même pour l'ensemble de l'équipe de France, en résultat individuel mais aussi collectif qui est pas à la hauteur des attentes. Comment t'as vécu cette 9e place Très mal. Très loin de mes objectifs, en effet. C'est la course d'un jour, donc tout peut se passer, mais la frustration, elle reste parce que j'ai pas eu l'impression de m'exprimer, j'ai pas joué, je me suis pas amusée non plus sur cette journée. Le parcours était pas très chouette. Tous les athlètes de toutes les nations sont d'accord. Les médaillés, même le public, les non-médaillés, tout le monde est d'accord. le public. Enfin voilà, ça c'est tout le monde est d'accord. Je remets pas la faute sur le parcours parce que en effet le meilleur athlète il est capable d'être bon dans tous les parcours et donc voilà, je suis passée à côté de ma course, j'ai pas su m'adapter. La France globalement non plus, c'est multifactoriel, il y avait beaucoup de glisse aussi, vu que le parcours était pas technique, c'était lent. La glisse a pris une grosse proportion des performances aussi. Ouais, c'est frustrant parce que vraiment, je me suis pas amusée et c'était pas à l'image de la beauté de mon sport, de ce que j'aime en snowboard cross et les JO, c'est un événement tellement spécial que la piste, le terrain de jeu doit être aussi spécial et il l'a pas été. Donc voilà, j'espère que pour les JO 2036, je suis encore en carrière en France, on saura faire briller les athlètes sur des parcours qui mettent en avant leur sport aussi. Est-ce qu'il y a aussi une pression quand vous arrivez, vous les filles, sur ce jour de course, parce que la veille, les garçons, ils sont revenus bredouilles alors que clairement, on n'attendait pas ça. Même eux, ils attendaient pas ça. Surtout eux, d'ailleurs. Oui. Une pression de se dire, en fait... le snowboard cross français, il peut pas revenir sans médaille, quoi. Ah oui, on s'est clairement dit ça parce qu'on fait des doublés, des triplés, 2 ou 3 podiums par étape de Coupe du Monde tout l'hiver, depuis 2-3 ans. On est vraiment la meilleure nation dans notre sport et il y a le Globe des Nations, on l'a depuis 5 ou 6 ans, je crois. Clairement, on a toujours eu des médailles au JO, des médailles françaises, donc c'est pas possible, quoi, de revenir sans. Et pourtant si, on l'a prouvé. Enfin, si, une médaille par équipe. Mais ouais, on attendait plus et c'est frustrant aussi pour le staff qui nous prépare, qui est impliqué. C'est frustrant pour tous les athlètes. Ouais, ça nous a mis peut-être une volonté en plus de rattraper un peu cette image du snowboard cross français. Mais c'est difficile de savoir tout ce qui a loupé. Mais en tout cas, rien n'était aligné pour performer, en effet. Est-ce que tu t'es remise ? Non. non, franchement, pas encore. Je sais qu'avec le temps, c'est quelque chose... cet échec, je vais construire dessus et ça m'apportera des choses. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Et là, on vient à peine de finir la saison et... je me suis remise dans le sens où je me suis remise en action sportivement et j'ai fait une belle fin de saison et c'est ce qui compte et ce qui m'a un peu réconfortée. Je suis retournée sur les podiums, je finis 2e mondiale, donc sur le papier c'est super ce que j'ai vécu cette saison et les jeux, ouais, il va me falloir un peu de temps pour digérer. Quand tu vois le film, forcément, il s'arrête là-dessus. Enfin, il s'arrête sur les jeux parce que c'était censé finir sur une belle note. Bon, finalement, non. Quand tu vois cette image de Johan qui t'encourage, mais qui crie tout ce qu'il a, et Marlo dans les bras qui, petit à petit, on voit son visage qui se décompose, presque comme s'il sentait ce qui était en train de se passer. Qu'est-ce que tu ressens, quoi ? Beaucoup d'émotions. Parce que je pense que j'ai pris une claque dans le sens où je me suis rendu compte que mes ambitions et mes rêves, ils étaient vraiment partagés et que ils le vivent de manière très très intense aussi. Et Yo, je pense qu'il a presque plus pleuré que moi le jour de la course parce que il était tellement triste pour moi. Il savait la place que ça avait cet objectif et donc de voir que c'est quand tout va bien, tu te rends pas compte à quel point les autres le vivent aussi et quand ça va mal, tu le vois et c'est fort en fait. C'est ce qui est le plus fort dans le sport, c'est que c'est partagé, c'est que c'est tout le monde a son rôle et donc ouais, beaucoup d'émotions.
tu les déçois pas, ils sont juste hyper tristes pour toi, quoi. Oui, c'est ça. Et j'avais beaucoup de familles sur place. De loin, je me suis dit, purée, faut pas que je les déçoive aussi. Faut pas qu'ils viennent pour un run et si je sors direct. Et en fait, la veille, ils m'ont dit, non mais tu sais Chloé, on vient pas que pour toi. C'est l'occasion de se réunir. Là, on se fait des repas de famille, machin. Et il y avait 40 personnes, je crois, qui étaient là pour voir la course. Mais c'est vrai que c'est juste une excuse pour tous se réunir aussi et les gens viennent pour toi et être là si ça va pas de la même manière. Et ouais, je l'ai vraiment ressenti. Ça a permis de mettre ça en avant, cet échec, c'est que ils sont là pour soutenir les athlètes et pas juste pour les voir briller, donc c'est fort. C'est un peu de pommade, quoi, Ouais. sur la blessure. C'est ça. La peur, pour moi, c'est un moteur. Ça rime. Vraiment, c'est quelque chose que souvent, sauf face aux araignées, mais sinon, c'est quelque chose que j'aime ressentir parce que c'est le petit défi. Ça me fait monter une excitation de me dire bon, là j'ai un peu peur, faut que je trouve des solutions pour la dépasser. Et donc en snowboard cross, il y a une partie de peur, d'engagement, de gestion du risque. Et ça a jamais été quelque chose qui m'a freiné, mais plus quelque chose qui me fait sourire, qui me dit oulala, bon, j'ai peur, ça me fait monter une émotion. Stratégie, comment je gère ça. Est-ce que tu l'as parfois sur la descente du border quand tu sens que t'as frôlé un peu une fille ou non, ça c'est de la sérénité plus que de la peur? Ouais, non, c'est de la lucidité, dans l'action, je la ressens jamais. C'est comme dans l'action, je ne ressens jamais la douleur. Enfin, j'ai des problèmes au genou et je vais avoir mal avant, je vais avoir mal après, mais pendant mon run, ça annule. Non, mais c'est fou le corps humain quand même. Il y a les hormones d'adrénaline qui fait que je ne ressens pas la douleur. Et donc pour la peur, c'est un peu pareil. Je vais après coup me dire ah ouais, là c'était serré, il y a eu un dépassement, on aurait pu se toucher, ça aurait pu mal finir, mais dans l'action jamais. C'est quand nous on a la petite goutte là de oh aïe aïe aïe, c'est passé à ça, toi tu le vois pas quoi. L'excitation, ça fait partie vraiment de ma vie d'athlète. C'est l'envie de bien faire, l'envie de vivre le moment. Tout le temps. Oui, c'est très souvent là et c'est pareil, c'est ce qui me fait avancer aussi. Tant que je ressens cette excitation, cette envie, c'est que je fais quelque chose qui me plaît. T'as jamais la flemme? Oh, je peux avoir la flemme quand même si avant une séance de muscu par exemple. Avant le sport d'extérieur, rarement. Mais la muscu, un peu. Mais après, j'ai trouvé Quentin, mon prép physique, qui a tellement pas la flemme que ça me transmet son énergie et c'est OK. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, mais en fait, elle est parfaite, Chloé. Non. T'es engagée sur le sujet de la carrière de la maternité, on en a beaucoup parlé. Engagée pour un sport plus en accord avec les conditions climatiques et ce qui nous attend. Végétarienne, marraine de l'association Les Étoiles Filantes. Tu trouves tout ce temps où, en fait? C'est vrai que j'ai ce truc d'essayer de faire des choses utiles. J'ai l'impression que être athlète, c'est pas vraiment utile dans une société. Et donc, je me dis, comment je peux rendre ce rôle un peu plus utile? Et donc, avec la petite notoriété et que j'ai en tant qu'athlète, je me dis, c'est l'occasion aussi de mettre en avant des sujets de société qui touchent plus de personnes. Et donc, le sport, la maternité, la place de la femme et la protection de l'environnement, c'est des choses qui me paraissent importantes. Et donc, si je peux faire de petites actions dans ces domaines-là, c'est chouette. Comment on fait pour être athlète de haut niveau dans l'avion tout le temps et concilier la protection de l'environnement et surtout avec le moins de culpabilité possible? C'est le message que j'ai envie de transmettre, c'est que personne n'est parfait et qu'on a tous un impact sur l'environnement, on a tous un impact carbone, mais ce qui compte pour moi, c'est de réfléchir à comment on peut progresser toujours, parce qu'on peut tous progresser.
ce qu'on peut changer, ce qu'on peut pas changer. Moi, ma vie d'athlète, pour le moment, j'ai choisi de pas la changer, enfin de la vivre à fond. Et donc, en effet, je prends l'avion. Mais par contre, autour de ma vie d'athlète, je peux faire plein d'autres choses et faire un peu de sensibilisation avec les scolaires pour que eux, ils grandissent avec cette idée de, pareil, toujours se poser la question de mon impact carbone, comment je peux le réduire. Voilà, c'est le message que j'ai envie d'envoyer et en tout cas, que j'essaye de faire. Progresser dans tous les domaines qui peuvent bouger et puis garder ceux qui peuvent pas bouger. D'où aussi être végétarienne, parce que ça, Voilà. tu peux le changer. Complètement. Ça, c'est quelque chose qui est possible, donc et qui réduit vraiment mon impact carbone. Donc c'est une petite concession par rapport, enfin une concession, un choix, parce que c'est même pas une concession tellement j'en suis convaincue pour moi. Donc ouais. Et surtout. J'ai envie de dire, dans les sports d'hiver, peut-être encore plus qu'ailleurs, il y a cet enjeu de la préservation de l'environnement parce qu'en fait, tu vois, on parle des Jeux de 2030, mais au-delà de l'organisation, la vraie question, c'est où est-ce qu'on va trouver la neige, quoi. Parce qu'on sait que ça se réchauffe et on sait que dans peut-être 10 ans, ça va être beaucoup plus compliqué de pratiquer sur neige. C'est quelque chose, toi, que tu as un peu en tête ou comment tu vois ça aussi Oui, c'est sûr qu'on est vraiment conscient encore plus dans les sports d'hiver, je pense, du changement climatique parce qu'on le voit tous les ans, on s'entraîne sur les glaciers, on voit qu'ils changent, les paysages changent, les saisons sont plus du tout les mêmes, plus du tout prévisibles. Il y a du chaud, du froid, beaucoup de neige, plus de neige, mais globalement, les saisons sont plus courtes et plus chaudes. Donc, c'est sûr qu'on voit qu'il va y avoir un changement, une transition, qu'on va pouvoir pratiquer le ski que plus haut, moins longtemps dans l'hiver. Donc après, je pense qu'on pourra pratiquer encore très longtemps, mais en effet, très longtemps, beaucoup d'années, mais sur un terrain de jeu beaucoup plus petit. Aujourd'hui, pour parler carrière et objectifs, donc tu l'as dit, tu as fini numéro 2 mondial cette saison. Marlo, c'est un petit garçon maintenant, c'est plus un tout petit bébé. Comment tu te projettes sur la prochaine saison, sur la suite aussi? Est-ce que tu relances un cycle olympique? Comment tu vois tout ça? Quels sont tes objectifs? En avançant dans ma carrière, je prends de plus en plus année par année parce que les choses changent. En effet, je suis maman, donc faut être sûr que l'équilibre convienne à tous ceux qui sont impliqués dans la famille, que je continue de partir, que je veux être sûre de continuer d'aimer, d'avoir toujours la flamme de la compétition, de pas continuer juste parce qu'il y a les géants en France et de me tromper un peu de motivation. Mais pour l'instant, si tout continue comme ça, oui, j'irai jusqu'à 2030. Et donc mes objectifs, c'est rejouer le globe de cristal parce que c'est vraiment quelque chose qui met en avant le sportif le plus complet, le plus résistant sur tout l'hiver, le plus polyvalent aussi. Il faut s'adapter et être bon sur toutes les pistes. J'ai adoré vivre ça en 2024 parce que c'est aussi un challenge mental de rester fort. On sait que chaque étape peut nous faire basculer dans le classement et donc faut être bon tous les week-ends et se remettre très vite d'une déception si jamais il y en a eu pour se rattraper dès la course d'après. Il y a les championnats du monde l'année prochaine en Autriche à Montafon. Donc pareil, essayer d'aller jouer devant et puis concilier ça avec Marlo. Donc essayer de rendre possible les déplacements de famille. J'ai la chance d'être vraiment accompagnée par mes partenaires privés, mais aussi par l'Agence nationale du sport qui met en place des bourses pour aider pour la parentalité pour les athlètes. Okay, trop bien. Et ça, c'est hyper chouette et ça rend possible le double projet. Donc ouais, c'est ce qui va faire aussi évoluer, je pense, la place des bébés dans les équipes. Sur cet aspect jouer le globe, c'est quelque chose qui t'a manqué un peu cette année? Où il y avait tellement d'autres choses que... J'étais encore en possibilité de le gagner quelques courses avant la fin. Donc non, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi challengeant. Et en effet, les jeux, c'était peut-être le premier objectif. Mais depuis le début, je voulais essayer d'être régulière sur la Coupe du Monde pour voir où ça allait me mener. Donc non, même cette année, c'était dans un coin de ma tête. En termes de longévité dans le snowboard cross, j'ai pas trop de notions, mais
Si tu enchaînes sur un cycle de 4 ans, tu vas te situer forcément déjà dans la plus âgée de l'équipe de France parce que tu l'es déjà en fait, donc il n'y a pas une fille qui va popper comme ça. Mais dans ton sport, c'est quelque chose qui se fait beaucoup de pratiquer aussi longtemps, entre guillemets. Lindsay Jacobellis, qui est championne olympique en 2022, a 36 ans. Donc là, elle a arrêté sa carrière l'année dernière. Mais oui, il y a quelques exemples de femmes qui sont allées jusqu'à 35-36 ans. Donc voilà, après, je pense que la majorité arrête plus tôt, mais je serais pas le rare cas non plus. Ça crée pas de rivalité avec les autres filles de l'équipe parce que en fait, vous êtes nombreuses. Ça bloque une place tant que je suis là. Oui, un peu. C'est pas moi qui l'ai dit. Je le ressens pas. En tout cas, pour le moment, non, c'est très bien accepté. Et c'est chouette d'avoir justement de la diversité générationnelle. Je pense qu'on s'apporte vraiment, les jeunes apportent aux vieux et les vieux ont toujours aussi une manière différente de voir leur sport. Donc, c'est assez enrichissant. On arrive aux 2 dernières questions du podcast que je pose à tous mes invités. La première, si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète, quel qu'il soit, le temps d'une journée, quel que soit son sport, même l'année, tu vois, si c'est un vieil athlète ou quoi, tu choisirais qui et pourquoi? J'ai un petit attrait pour l'escrime. J'adore ce côté stratégie, c'est pareil, on n'a pas trop le droit à l'erreur, c'est hyper explosif, c'est chouette à regarder. Donc peut-être avec Manon Aptiti-Brunet qui est championne olympique à Paris 2024 et qui a fait rêver quand même. Et en plus la finale est contre une autre française. Donc je me suis dit ça c'est quand même quelque chose d'émouvant de finir dans tous les cas médaillé. Bon, tu as toujours envie de l'or, mais dans tous les cas, t'es médaillé avec une autre athlète française. Donc ouais, et puis à la maison, en France, dans un lieu splendide. Je pense que c'est ça. Ouais, pour le public, c'est royal, une finale entre françaises. Pour les athlètes, je sais pas comment elles l'ont vécu, tu vois. Ouais, mais ouais. Et enfin, dernière question, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Pour rester dans le thème, Clarissa Agbenenou. Ah, tu l'as jamais eu? Non, je l'ai jamais eu, mais attends, je vais te montrer mon fond d'écran d'ordi. Ah, c'est mon Vision Board 2026 et elle est là. Bah oui, parce que elle a quand même une carrière assez folle et puis pareil, tu sens qu'elle a jamais dû faire des choix. Enfin, elle a toujours choisi de tout concilier. Et ouais, je pense qu'elle dégage vraiment une force de caractère et d'ambition et de réalité qui est assez faible. Puis elle y est retournée, elle vient d'avoir son 2e, donc elle a déjà repris et elle est assez inspirante. Et bah écoute, ce sera avec grand plaisir de l'accueillir dans ce podcast. Merci pour ton témoignage, c'était vraiment passionnant et très intéressant sur tout l'aspect gestion de carrière et de grossesse, de maternité. Donc merci pour tout ça. Merci pour cet échange et la mise en avant de nos parcours. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!